Que faire des Juifs? Alors voilà une question cash, une question qui peut surprendre, qui peut choquer même. Mais c'est pas ma question, hein. C'est la question qui est le titre du livre de Johan Sfar. Bonjour Johan. Bonjour. C'est vrai que c'était volontaire, je veux dire, de poser cette question-là comme titre d'un livre. Alors, j'aurais pu l'appeler Historiographie du peuple juif et de l'antisémitisme. Ouais. J'en aurais vendu moins. Comme je souhaitais qu'on me voie et qu'on m'entende, il m'a semblé que c'était bien. Ouais. Que faire des Juifs? Moi, je leur foutre la paix. Moi, j'aurais dit, mais comme à tout le monde, en fait. Alors, leur foutre la paix, oui, mais qu'est-ce qu'on fait de l'antisémitisme? Qu'est-ce qu'on fait de l'explosion de violence qu'on a en France depuis 2 ans? Qu'est-ce qu'on fait de cette obsession identitaire qui nous étouffe tous? Donc, j'ai essayé de faire parler des êtres humains pour desserrer un peu le nœud coulant. Et pas que la France, hein. Je me suis laissé dire que la veille de l'enregistrement de cette interview, à Bruxelles, des affiches de votre passage avaient été arraché dans une université de libres penseurs, en tout cas réputée pour être une université de libres penseurs. Et donc on peut se poser des questions quand même sur le fait que l'université, est-ce que c'est encore l'endroit où on vient s'ouvrir l'esprit? C'est une vraie question. Je suis intervenu à l'ULB hier, ça s'est très bien passé, mais je ne méconnais pas les violences dont ont été victimes les étudiants juifs de l'ULB. Je pense en particulier à un jeune homme qui a été agressé physiquement, qui a été blessé. Et le perpétrateur de l'agression n'a même pas été exclu. Donc c'est des choses qui posent question dans les circonstances actuelles. Oui, surtout dans l'université libre, donc voilà. Que faire des Juifs? Je me suis dit, tiens, c'est une Bible ou une Torah, on peut choisir, hein, selon sa religion. Non, c'est plus facile à feuilleter que ça. C'est une succession de portraits, c'est un roman choral. D'abord, j'essaie de parler de mon enfance, du moment où on m'a collé sur les épaules. C'est pas une question juive. On a tous eu nos parents ou nos grands-parents qui nous ont dit, il y a eu le nazisme, il faut pas que ça recommence. Comme si on avait le pouvoir d'empêcher la haine. Bon, ça, c'est écrasant. Et ensuite, il y a plein de portraits de gens qui se débrouillent comme ils peuvent avec ça, et ça donne un peu espoir, parce qu'on s'aperçoit que la multiplicité d'individus qui font partie du judaïsme sont tellement différents qu'on va pas réussir à tous les détester d'un coup. Donc, j'essaie de sortir des clichés, j'essaie de réhumaniser. Et quand on connaît les gens, en général, c'est plus difficile de les détester quand on les connaît pas, évidemment. Ça, c'est la bonne nouvelle. À la sortie de mon précédent livre, de Nous Vivrons, j'ai fait un tour de France des librairies et des universités, et j'ai rencontré des jeunes gens extraordinaires, en particulier des militants pour la cause palestinienne, qui étaient révoltés par la destruction de Gaza, et qui, sans le faire exprès, disaient plein de choses qui, à mes yeux, relevaient de l'antisémitisme. Et je me suis aperçu que quand on en parlait, on pouvait se comprendre. On pouvait s'apercevoir qu'on n'était pas si différents que ça, qu'il y avait des sujets, qu'il y avait des lieux, des choses à lire. Et moi, je crois beaucoup au dialogue les yeux dans les yeux, et j'essaye dans mon livre de rappeler cette espèce d'intimité du dialogue les yeux dans les yeux. C'est comme s'ils étaient en présence de toutes les personnes que j'interviewe dans le livre. Et puis, le juif, ça n'existe pas. Je veux dire, il y a juif et juif. Chaque juif est un juif, en fait. Oui, on dit 2 juifs, 3 synagogues. Et puis surtout, vous savez, on le sait pas, il y a un moment où vos parents et vos grands-parents vont mettre sur les épaules votre espèce d'héritage. Bon, moi, ça faisait partie de mes... Pour vous, c'est la Shoah, et c'est les... J'ai regardé, hein, parce que j'étais curieux, nous sommes en 5785 dans le calendrier hébraïque, donc c'est les près de 6000 ans d'histoire, quoi. Les Juifs, c'est pas une religion. Les Juifs, c'est un peuple qui date de l'âge du bronze et qui survit, on ne sait pas comment, sur toute la planète, depuis longtemps. Donc c'est une histoire qui mérite d'être contée. Elle va de pair avec l'histoire de l'antisémitisme, parce qu'il y a eu cette agressivité depuis toujours, et j'essaye de le démêler avec de la littérature, avec du travail d'historien, et avec des voix d'aujourd'hui qui me paraissaient importantes. C'est le peuple à la fois élu et maudit? Ça, ce sont des symboles contre lesquels j'essaye de lutter. Moi, j'essaye de parler de non-événements. Je pense qu'on est tous absolument pareils. Et on essaye de se dépêtrer de notre histoire, de nos attachements. Et une élève qui m'a dit une très jolie chose, une élève juive d'une fac française, elle m'a dit, mais moi, je suis la seule juive de mon amphi. Dès que j'arrive, tout le monde me parle que du Proche-Orient. C'est plus une discussion, ça devient du harcèlement. Ils pensent que j'ai des opinions, j'en ai pas. Juif et israélien, c'est pas la même chose, hein. On peut être juif sans être israélien, et israélien sans être juif aussi, d'ailleurs. C'est absolument pas la même chose, mais sur cette planète, un juif sur 2 habite en Israël. Donc en général, quand les juifs sont attachés à Israël, c'est pas des raisons politiques, c'est que leur famille est là-bas. Moi, j'ai 4 cousins dans l'armée là-bas, j'ai toute ma famille paternelle qui habite là-bas, et en plus, je travaille là-bas pour la télévision. Donc j'ai beaucoup de liens avec ce pays, j'y vais, j'essaye de le comprendre, c'est pas toujours évident, et j'essaie de raconter, là aussi, je fais parler beaucoup d'Israéliens dans ce livre, j'essaie de raconter ce que j'ai entendu pour complexifier, pour éviter les simplifications. Parce que ce sont souvent... C'est-à-dire, c'est pas la majorité qui fait le plus de bruit qui a forcément... Il y en a qui font beaucoup de bruit et qui n'ont pas forcément raison, et d'autres qu'on n'entend pas, évidemment. C'est surtout un pays qui est pris dans une guerre depuis 2 ans et qui s'interdit de penser, tant le traumatisme est grand, et tant l'instabilité à la fois politique et militaire est grand. Et dans ces moments d'angoisse, peuvent se passer de véritables catastrophes. Donc, et à chaque fois qu'on a cru qu'on allait arriver à une solution, qu'on allait arriver à une potentielle petite éclaircie, vlam, c'est reparti dans le mauvais sens.
C'est vrai. Moi, j'ai pas de pensée très intelligente là-dessus. En revanche, certains de mes interlocuteurs en ont. J'ai fait parler Frédéric Ancel, qui est un grand politologue. Ouais. Lui, il raconte des choses passionnantes sur ce sujet. Mon sentiment, c'est que cette guerre est pratiquement anachronique. Toute la région proche et moyen-orientale n'en veut plus. Il y a une envie, en particulier portée par l'Arabie Saoudite, d'une espèce de marché commun de cette région qui serait dans l'intérêt de tous les peuples. Donc, pourquoi il y a des verrous? C'est aussi dans les cœurs. C'est aussi parce qu'il y a cette haine ancestrale. C'est aussi parce qu'il y a des choses dont on pourrait faire l'économie, sans doute. Mais ce qui est aussi déroutant, je trouve, dans tout ça, c'est que alors c'est très facile de devenir chrétien, c'est très facile de devenir musulman, c'est très difficile si on n'est pas né juif de devenir juif, parce que c'est une des rares religions qui fait pas de prosélytisme et où l'entrée est quand même relative. Donc il n'y a pas d'esprit conquérant là-dedans. Culturellement, en tout cas. Non, mais enfin, là, il y a une réalité géopolitique, c'est qu'en 1917... Sur Israël, oui, mais je veux dire de manière générale. Il y a une réalité géopolitique, c'est qu'en 1917, les Anglais ont promis la même terre à des Juifs et à des Arabes. Ouais. Et depuis, on se débrouille avec les conséquences. Donc, merci l'Angleterre. Mais, donc ça, c'est le vrai problème qu'il y a là-bas. Et ensuite, il y a des haines religieuses. Nous, on étudie beaucoup l'antisémitisme chrétien et l'histoire du nazisme, etc. Il y a un antisémitisme oriental. Les Juifs ont été des inférieurs dans le monde musulman, des dhimmis pendant très longtemps. Il y a eu des pogroms dans le monde arabe... en Irak, en Algérie, et les tueries du 7 octobre ont réactivé cette mémoire. Donc ça a réactivé une angoisse très ancienne dans les populations juives. Oui, mais ça a réactivé aussi une violence quotidienne, je dirais, dans nos pays aussi, qu'on pensait enfin pas totalement éteinte, mais diminuée en tout cas. Ça c'est très surprenant. L'explosion donc les Juifs en France, c'est 0,6% de la population, et c'est 57% des agressions racistes. Donc c'est beaucoup. Et ces agressions, elles ont commencé non pas au moment de la riposte israélienne, elles ont commencé dès le lendemain des tueries du 7 octobre. Donc on a l'impression qu'un verrou a sauté et que ce diable qui est sorti de la boîte, le diable de la haine, il faudrait qu'il y retourne parce que ça aura des conséquences sur tout notre vivre ensemble si ça se poursuit. Ouais. Comment vous, qui êtes français, qui avez passé toute votre vie en France, qui êtes juif mais pas un juif religieux, plutôt quelqu'un de modéré, je dirais, enfin, ouvert d'esprit, qui veut dialoguer avec tout le monde, comment vous ressentez cette incompréhension permanente? Alors, la France n'est pas un pays anti-juif. J'ai des dialogues féconds avec tout le monde. J'ai pas perdu un seul ami musulman ou chrétien ou agnostique. Je pense que la Belgique n'est pas plus un pays anti-juif non plus. En revanche, il y a une minorité... je sais pas comment dire, écervelés, dont la violence peut s'exercer contre les Juifs. Et ils sont assez peu nombreux pour qu'ils s'en aperçoivent. Bon, il faut se battre sur les deux fronts. Il faut d'un côté dialoguer le plus possible avec les gens qui veulent un monde paisible. À l'école, donc, aussi. Bien sûr. Et de l'autre côté, je crois pas qu'on puisse lutter contre les agresseurs, mais on peut lutter contre les instances qui tolèrent ou qui, par lâcheté, et ça je l'ai beaucoup vu en France, dans des universités, dans des écoles, par lâcheté, on va faire comme si on n'avait pas vu, on va minimiser. Ça n'a jamais réglé le problème. Pour éviter les problèmes quand on se met la tête dans le sable. Ouais, c'est un peu ça. C'est ce qu'on voit aussi avec la montée des intégrismes dans les écoles aujourd'hui, où aussi certaines matières n'osent plus être enseignées. C'est la même chose, c'est aussi se mettre la tête dans le sable, quoi. Absolument. Ouais. Ce qui est fascinant, c'est que vous remontez donc dans l'histoire du judaïsme ou de la judéité, hein, si on veut enlever le côté religieux. Vous mêlez votre histoire à ça, mais on voit aussi que vous êtes depuis tout petit, quelque part, on vous a mis effectivement ce sac à dos, et que vous êtes un peu, presque trop curieux. Ça casse un peu les pieds du rabbin à l'école talmudique, quoi. Oui, c'est toute l'histoire de ces gamins à qui on a donné une mission. Moi, ma mission, selon mon père, c'était d'être l'avocat des Juifs. Et à la fin du livre, il y a une journaliste israélienne qui me dit une phrase très belle. Elle me dit, tu sais, si tu veux faire l'avocat des Juifs, un jour, tu vas dire un truc qui leur déplaît et ils vont tous te tomber dessus. Ça m'arrive tous les 2 jours. Et je lui réponds, bah t'as raison, je vais plutôt être leur dessinateur. Et moi... je suis pas là pour donner mes opinions, je suis là pour faire des portraits de gens qui me paraissent intéressants, et je laisse ensuite le lecteur se faire une opinion. Mais que faire des Juifs Johann Sfar, quelque part, c'est un espèce de documentaire graphique dessiné, quoi. Oui, la bande dessinée a beaucoup grandi, elle peut aujourd'hui s'emparer de sujets de société, et ça c'est une très bonne nouvelle, ça fait que ça me permet de rencontrer des historiens. C'est un médium qui permet un passage assez facile de la connaissance et de la pensée, quoi. Oui, ça ouvre au dialogue. Sortir un livre, c'est que le début, ensuite il y a des conversations, il y a des rencontres, et ça c'est un aspect très positif. À la rédaction, déjà plusieurs personnes m'ont demandé, est-ce que tu peux me le prêter? Alors j'ai de la chance. Donc voilà, c'est la preuve quand même que ça suscite la curiosité, et qu'il y a malgré tout, je pense, une fascination pour la judéité. Alors vous dites dans le livre, oui, en général, ce sont les antisémites sont les plus curieux. Il y a aussi les autres, quoi. Oui, enfin, on est tous pétris de culture monothéiste, donc le judaïsme... le judaïsme et le christianisme sont liés depuis 2000 ans. Je veux dire, ça fait partie de notre culture aussi. C'est pourquoi
vraiment, quand je dis que faire des juifs, j'aurais pu dire que faire de l'héritage monothéiste. Mais on se bat toujours avec ces symboles, et il me semble que ça nous concerne tous. Ouais. En tout cas, moi, il y a une phrase que vous reprenez dans un dessin du livre et que moi j'avais retenu aussi, c'est « Qui sauve une vie, sauve le monde entier ». Donc, on peut commencer par peu de choses. C'est très beau. Merci beaucoup, Johan Sfar. Johan Sfar, pardon, c'est vrai. On dit Johan. Je me suis fait avoir. Que faire des Juifs, c'est paru aux arènes. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci.